Bonjour chers compatriotes. Je suis ici à North Carolina, l'État qui a donné au monde l'aviation telle que nous la connaissons. C'est ici en 1903 que les deux frères Wright ont effectué le tout premier vol qui n'a duré d'ailleurs que moins d'une minute, il semble. Ce sont deux jeunes gens qui étaient libres, qui rêvaient de dominer les océans, qui rêvaient de planer, de voler. Leur histoire est tellement intéressante. Elle est connectée avec, si vous voulez, ce que l'être humain est capable de faire quand il est complètement libre dans son esprit. Je ne parle pas de cette liberté de se lever le matin pour aller travailler et revenir. Mais c'est quand tu es complètement libre de toutes les pesanteurs qui t'empêchent de réfléchir, d'inventer et d'avancer. Je veux dire, c'est quand ce génie créateur de l'homme est libre de pratiquement tout. Leur histoire, si vous voulez, est connectée avec l'histoire des États-Unis de façon générale. Vous voyez toutes les œuvres humaines qui nous inspirent, toutes les œuvres humaines que nous admirons aujourd'hui, qu'elles soient par exemple les religions ou que ce soit sur le système politique, les mieux réussis. On pourrait toujours remonter dans l'histoire et aller pointer du doigt un groupe d'hommes ou de femmes, ou un homme ou une femme qui avait un idéal. C'est celui d'assurer un système politique où l'être humain, dans sa dignité, est profondément respecté. Si nous prenons par exemple les systèmes politiques que nous citons comme modèles, ou les pays en matière de gestion qui constituent des modèles pour nous, tout au moins pour nous, Africains de l'Ouest. C'est naturellement les États-Unis aujourd'hui, le Rwanda ou le Ghana. Dans l'histoire de ces pays, on peut remonter pour dire à un moment donné, voilà un homme, ou voilà un groupe d'hommes qui ont fait que cela soit possible. Au Ghana, on dirait que c'est Rawlings. Au Rwanda, c'est naturellement Paul Kagame actuellement. Aux États-Unis, ici, c'est George Washington. Il semble que George Washington était tellement intègre, il était tellement honnête. C'était un homme d'une droiture inégalée. Alors, quand les 13 colonies, à un moment donné, ont décidé de se révolter contre la puissance anglaise à l'époque, le roi, à cause des taxes sur le thé et tout le reste, ils se sont battus et ils ont gagné la guerre. Et au terme de celle-ci, il fallait mettre en place un acte fondateur pour fédérer ces colonies-là. Il paraît que Washington était tellement humble qu'il ne voulait même pas s'associer avec l'aristocratie à l'époque. Il avait décliné de participer au comité de rédaction de la Constitution américaine. Il a fallu, naturellement, les arguments de ses amis comme James Madison et notre général pour qu'il accepte. Il présida donc le comité de rédaction de la Constitution qui fut adapté pratiquement par l'ensemble des 13 colonies. Il fallait élire un président, n'est-ce pas, de la toute jeune nation. À l'unanimité, ils ont décidé de l'élire parce qu'à l'époque, il n'y avait encore pas un seul parmi tous ses concitoyens, compatriotes, qui l'égalait en matière d'honnêteté. C'est d'ailleurs la seule fois, il est le seul chef d'État américain qui a été élu à l'unanimité. Tous ceux qui étaient présents ont voté pour lui. Donc, au terme de son premier mandat, il adressa une lettre d'au revoir. Mais les mêmes compatriotes, compte tenu du fait que la jeune nation n'était pas complètement, si vous voulez, les institutions qui étaient installées n'étaient pas encore complètement solides. Il y avait des frictions. Lui suggérèrent de rester pour un deuxième mandat, chose qu'il accepta. Au terme duquel deuxième mandat, il adressa une lettre pour expliquer, selon lui, ce qui doit être fait pour consolider les institutions de la nation naissante. Il paraît que George était tellement honnête, qu'il était tellement intègre, qu'il forçait l'admiration de l'ensemble de ses concitoyens.
les historiens s'accordent à dire que c'est lui, dans une déclaration, qui aurait dit que la meilleure des politiques, c'est l'honnêteté. Que la meilleure des politiques, c'est l'honnêteté. La droiture. Il aurait dit une fois, dans son discours d'au revoir, qu'en 45 ans de service public, qu'il ne se rappelle pas d'avoir fait intentionnellement mal à qui que ce soit. Et que si tel était le cas, il demandait pardon parce que tout simplement, bientôt, il serait parti vers le repos éternel. Naturellement, la mort, si vous voulez. Alors, ça s'explique aujourd'hui si l'Amérique est ce qu'elle est. C'est parce qu'à un moment donné de son histoire, ils ont eu des hommes qui se sont mis au-dessus de la subjectivité de l'homme, qui ont accepté d'adhérer à l'idéal de justice, qui était honnête, qui était sous toute la ligne intègre. C'est extraordinaire l'histoire de l'homme. Dire que la meilleure des politiques, c'est l'honnêteté. Ça s'explique alors aujourd'hui que ce pays puisse mettre en place un système politique qui permet le pouvoir et le contre-pouvoir, qui permet d'assurer qu'un seul ne va pas brimer ou que la majorité ne brimera pas la minorité. L'autre élément qu'on cite en référence, c'est naturellement Rawlings. L'homme avait échoué dans sa première tentative de coup d'État, donc c'est dans sa cellule condamnée à mort que des jeunes soldats ghanéens, estimant que c'était insupportable la corruption et le népotisme au Ghana, conduire un coup d'État et libérer Rawlings. Et comme Rawlings aussi n'était pas venu pour s'amuser avec le pouvoir, en 3 mois, ils organisèrent des élections et transférèrent le pouvoir à un civil, je crois à Liman. Mais un an après, compte tenu des mêmes tares, la même corruption, Rawlings décida cette fois-ci de prendre en main les charges du pays et il effectuèrent un deuxième coup d'État, ça c'est en 1981. Et travailla à mettre en place les fondamentaux pour un Ghana prospère et solide pour l'ensemble des Ghanéens. Même si naturellement, quand on lit l'histoire de Rawlings, il y a eu pas mal d'atrocités. Il y a eu des assassinats sans pratiquement qu'on rende justice telle qu'aujourd'hui nous l'ambitionnons. L'autre, c'est Paul Kagame, du Rwanda, que nous citons comme exemple aujourd'hui. C'est à bas âge que Kagame fut exilé à cause des atrocités et des histoires entre Hutu et Tutsi. C'est à moins de 4 ans qu'il fut forcé à l'exil en Ouganda, dans le camp de Nakivale. Il s'enrôla avec Museveni dans une rébellion et il réussit à renverser le gouvernement ougandais. Et Paul Kagame occupa de très hautes fonctions dans l'armée ougandaise. À un moment donné même, on dit que c'était lui le patron de l'intelligence de l'armée ougandaise. Mais de tout le temps, Kagame a ambitionné, il a rêvé de voir un Rwanda au sein duquel l'ensemble des Rwandais allaient vivre paisiblement, dans le respect naturellement de la dignité humaine. Alors, avec des amis, ils créèrent un mouvement rebelle contre le gouvernement rwandais en place. Il partit aux États-Unis pour faire des études et c'est de là, étant aux États-Unis, quand il a appris que le chef rebelle du nom de Alfred, je crois, était tué, qu'il mit terme à ses études et il revient prendre, si vous voulez, le mouvement en charge. Il manquait pratiquement de tout, manquant de finances, d'équipement. Mais Kagame, selon ce qui est écrit, était connu lui aussi pour 3 vertus cardinales. C'est l'honnêteté, c'est l'ordre et la discipline. Pendant 3 ans de combat, il réussit à déstabiliser, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais.
suite à l'assassinat du président Habyarimana, le jour que Kagame est entré à Kigali avec ses troupes. Tenez-vous bien, l'homme ne s'est pas autoproclamé président. Il accepta de s'occuper des forces de sécurité du Rwanda. C'est un pasteur qui fut élu comme président. Parce que Kagame était convaincu d'une chose: la colonne vertébrale de toute nation stable, socialement juste et équitable, ce sont les forces de défense et de sécurité. Donc pendant 6 ans, l'homme travailla à restaurer les forces de défense et de sécurité de son pays. Ce n'est que quand la justice avait accusé et destitué le président élu que Kagame devient président de la République suite à un vote de son pays. Vous voyez, tous ces 3 hommes-là ont en commun quelque chose. C'est le fait de rêver à un système politique fondé sur le respect exclusivement de la dignité humaine. Je n'avais pas douté un seul instant quand le colonel Doumbouya avait déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas venus pour nous amuser avec le pouvoir. » Mais avec le temps qui passe et les repères qui sont installés pour conduire les destinées du pays, donc la transition en ce moment, j'avoue que l'incertitude commence à envahir les cœurs. Le système politique qui permettrait de faire en sorte que l'ensemble des Guinéennes et Guinéens puissent se retrouver, se reconnaître, vivre dans l'harmonie, pour que se libère cet esprit qui permet de rêver, d'innover et d'entreprendre. Ce système politique n'est possible que quand le citoyen va porter, n'est-ce pas, son dirigeant dans son corps. Dans son corps, je voulais dire. En d'autres mots, il ne peut pas y avoir de légitimité sans confiance et il ne peut pas y avoir de confiance sans consentement, sans représentation. Je crois qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit de voir ce qui a marché ailleurs et accepter de cela, accepter d'aller vers cela. Les conflits d'intérêts, le fait naturellement d'appartenir à un groupe qu'à un autre, c'est ça le propre de l'homme, qu'on le veuille ou pas, nous avons ça dans nos gènes. C'est à nous d'en prendre conscience que le moyen le plus équitable aujourd'hui de lutter contre l'ethnocentrisme, c'est de faire en sorte que l'autorité soit repartie de nature à permettre le consensus et le compromis entre l'ensemble des composantes de la nation. C'est exactement ce que les gens ont réussi ici. Ici, on vous dira par exemple aux États-Unis, le président et le vice-président ne doivent pas venir du même État. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ethnocentrisme dans ces États-là. Au Canada, là où je vis, on va être surpris quand nous sommes étrangers, quand on entend les débats entre, par exemple, les Québécois et les autres régions du Canada. Ils vont jusqu'à dire que, par exemple, si tu ne parles pas français, tu ne dois pas servir dans un restaurant, par exemple, à Toronto, non, à Montréal. Imaginez un seul instant si, par exemple, à Conakry, on dirait que tous ceux qui doivent travailler dans les restaurants doivent naturellement parler soussou. Alors, aussi longtemps que nous ne travaillons pas, nous n'acceptons pas de reconnaître nos particularités et faire en sorte qu'il y ait des institutions réglementaires qui permettent à amener ces différentes entités, n'est-ce pas, à négocier, à discuter, à accepter d'aller vers le compromis et le consensus, nous allons toujours nous retrouver dans ce débat inutile d'ethnocentrisme. Nous allons toujours, parce que c'est ça l'élan naturel de l'homme. L'homme, avant qu'il ne soit encore une fois gratifié par Dieu,
de cette sagesse, de cette noblesse d'esprit qui lui permet de transcender les subjectivités, il va toujours aller vers son milieu naturel. Rares sont ceux-là qui sont gratifiés, n'est-ce pas, par cette sagesse divine qui permet à l'humain de dépasser les construits sociaux, de dépasser les subjectivités et de se mettre au-dessus du débat. Il faut qu'on en prenne conscience. Nous, Guinéens, pour nous débarrasser, n'est-ce pas, de cet art qui nous empêche de rêver, qui nous empêche d'être libres, pour libérer, n'est-ce pas, encore une fois, l'esprit qui permet d'innover, qui permet de créer. Il ne faut pas se tromper. Seuls les citoyens vertueux qui rêvent, qui créent, qui permettent de créer la richesse et créer la prospérité pour l'ensemble du pays. Je vous remercie.